Bienvenue à cette édition de Flash Info Afrique, votre magazine d'information tous les 15 jours avec notre invité Mahamadou Sissoko, président d'honneur de l'Association des Maliens de Québec. Je suis Ibrahima Sidibé-Pommier, voici les titres de cette édition. Voilà, donc premier sujet, le Sénégal couronné, donc champion d'Afrique à la CAN 2021 organisée par le Cameroun. On a vu une foule immense, un peuple entier ovationner les lions de la Teranga du Sénégal. Donc ça c'est le premier sujet, les implications, les enjeux pour ce pays. Deuxième sujet important, ça va porter beaucoup plus sur la situation donc au Mali. Le Mali, ça fait un mois que donc le Mali est sous embargo de la CEDEAO et sous sanction de certains pays donc, de l'Union européenne. Qu'en est-il? Quelle est la stratégie du pouvoir malien pour essayer de déverrouiller la situation? Troisième sujet important qui touchera toujours le Mali et son espace sous-régional. Donc il y a un sommet important de l'Union européenne, Union africaine qui se tient en ce moment à Bruxelles et sur fond donc de retrait des troupes françaises dans le nord du Mali. Bonsoir Monsieur Sissoko. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de participer à cette édition donc spéciale presque Mali, Afrique de l'Ouest. Et merci pour l'invitation et au plaisir de me joindre à vous aujourd'hui. Voilà, donc premier sujet sur le Sénégal. Donc on a vu justement des images époustouflantes donc, de Dakar totalement envahi par une marée humaine pour célébrer la première victoire du Sénégal donc, à cette Coupe d'Afrique des Nations. Je rappelle que c'était donc après 2 tentatives, donc la victoire était belle et très belle même. Oh, absolument, c'était une victoire mémorable du Sénégal. Et pour être d'un pays voisin du Sénégal qui aspire aussi à un jour soulever cette coupe, c'était quasiment de la jalousie de notre part. Mais nous sommes très très contents pour le peuple frère du Sénégal pour cette victoire. Et selon toi, quels ont été les temps forts de cette CAN où on a vu quand même des choses extraordinaires, de la compétition, beaucoup de tirs au but, du suspense? Et bien évidemment, des temps forts, il y en a eu, mais pour commencer, on va rendre hommage à toutes ces personnes qui ont perdu un membre de leur famille lorsqu'il y a eu cet événement malheureux au Cameroun. La bousculade. La bousculade, bien évidemment. Mais aussi en revenant au foot, oui, il y a eu de belles aventures pour plusieurs joueurs, mais aussi de beaux jeux que nous avons vus de la part de plusieurs équipes, notamment des équipes qui faisaient leur entrée dans cette Coupe d'Afrique des Nations, telle que le Comore par exemple, qui nous a montré de belles choses et nous a fait part de beaucoup de surprises durant cet événement. Oui, donc on a vu aussi effectivement, donc pour le Sénégal, c'était une première victoire. Alors, on a vu la soif justement de nos peuples de victoire, de célébrer quelque chose de fort. Alors, je rappelle que le pouvoir sénégalais a offert des cadeaux extrêmement somptueux aux champions, 87 000 $ par joueur et des parcelles donc de terrain à Dakar et à Diamniadio, qui est la future grande capitale en construction du pays. Et surtout, donc, cette CAN a vu aussi quand même mis en valeur, en lumière, un personnage, Sadio Mané, et cet entraîneur emblématique, Aliou Cissé. Qu'est-ce que tu penses un peu de ces 2 personnages? Comme tu l'as dit, mon cher Ibrahim, des personnages emblématiques, bien évidemment. Sadio Mané qui est bien connu depuis belle lurette et qui a fait preuve de très beaux jeux durant toute la CAN. Et bien évidemment, en ayant le soutien de l'entraîneur que nous avons découvert il y a de cela longtemps déjà, durant les CAN passées, où il a su mener ses hommes vers cette belle victoire qui fait que aujourd'hui le peuple sénégalais peut célébrer avec faste. Et je dirais que ce que le gouvernement sénégalais a fait, se trouvait approprié dans ce cas-ci. D'accord, on a vu aussi la tentative peut-être de récupération du pouvoir sénégalais. On sait bien que derrière le sport, il y a toujours de la politique en embuscade.
Ah, donc ils ont été reçus au palais présidentiel. On a vu Macky Sall à l'Union africaine bondir de sa chaise. Est-ce que tu penses que ça peut peut-être le relancer ou pas, en sachant qu'au Sénégal, on est dans 2 ans des échéances capitales? Eh bien, c'est toujours bien d'avoir des moments comme ça dans la vie d'un peuple où on peut se trouver des bases pour galvaniser l'ensemble de la population. Donc ça permet de redonner un peu de fougue à la population pour bâtir un pays. Alors, bien évidemment, cela amène un petit peu plus au patriotisme du peuple sénégalais. Bien évidemment, il y a les échéances qui vont venir, ce qui va amener, à mon avis, la population à s'impliquer beaucoup plus dans les élections. Oui, d'autant plus que les dernières élections, c'était les municipales, qui ont vu un peu d'irruption, cette poussée toujours de l'opposition, notamment menée par Sonko, et puis qui a quand même raflé la mairie de Ziguinchor et quelques villes importantes à l'intérieur du pays. Donc intéressant, c'est sûr que bravo au Sénégal et bien sûr j'espère un jour que peut-être le Mali emboîtera le pas. J'espère aussi. La prochaine CAN sera organisée je crois par la Côte d'Ivoire et on va continuer à suivre tout ça sur Diaspo Interaction et c'est vrai qu'on a eu des moments de très beaux, des très belles images d'un continent en fête. Même si effectivement, tu l'as bien souligné, ça a été émaillé par ce drame de Olembe, avec cette bousculade qui a quand même fait 8 morts et plusieurs blessés. Donc on va passer donc de la CAN, on va revenir dans des sujets beaucoup plus lourds. Hein. Donc sur le Mali, c'est presque un spécial Mali donc nous proposons avec cette situation donc d'embargo dans lequel se trouve le Mali depuis bientôt 1 mois. Embargo décidé donc par la CEDEAO et l'UEMOA, donc les 2 organes un peu sous-régionaux qui ont sanctionné le Mali avec donc un embargo financier, économique, fermeture des frontières. Et là, les conséquences commencent à se faire sentir beaucoup plus d'ailleurs, assez curieusement, sur les pays voisins. Tout à fait, on peut dire que dans cette région de l'Afrique, les économies au fil du temps se sont vues être de plus en plus intégrées. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le Mali, en tant que pays enclavé, est aussi un pays consommateur de produits qui viennent des pays limitrophes. Alors, il est normal un petit peu qu'un embargo sur le Mali, où il y a quand même un peu plus de 20 millions en population, puisse avoir des répercussions sur les pays voisins. D'accord, c'est ça. Par rapport donc c'est sûr que le Mali dépend beaucoup du port de Dakar et Abidjan. Alors, donc depuis 1 mois, les trafics est arrêté. Donc il y a beaucoup de familles, notamment les transporteurs, qui commencent quand même à donner le ton parce que ces gens ont eu brusquement leur activité s'arrêter. Et quand on sait que justement dans la plupart de ces pays, il n'y a pas d'aide directe aux entrepreneurs qui sont souvent à leur compte, et le problème peut devenir rapidement un problème social. Tout à fait, et ça c'est ce qu'on a vu, c'est un petit peu aussi ce qui peut expliquer l'élan de solidarité qui a été démontré vis-à-vis le Mali. Et comme je dis, avec des économies aussi bien intégrées que nous connaissons en Afrique de l'Ouest, surtout entre le Mali et le Sénégal, où une bonne portion de denrées consommées, par exemple, au Mali, passent par le port du Sénégal. Alors, c'est normal que nous puissions sentir une certaine pression sociale monter au niveau du Sénégal à cause de l'embargo qui sévit au Mali. Surtout sur les prix, hein. Donc sur le marché de Dakar, apparemment, le prix de la viande, le prix de certaines denrées qui viennent du Mali commence à flamber et ça peut quand même toucher très vite le panier de la ménagère. Idem pour le corridor Abidjan-Bamako qui était un corridor très important. Le port d'Abidjan était dans la première entrée des marchandises du Mali. Est-ce que les stratégies qui ont été élaborées par le pouvoir malien, donc de se rabattre sur Conakry et Nouakchott, peut suffire pour déverrouiller un peu le système, le goulot d'étranglement qu'on est en train d'essayer de mettre sur ce pays? Suffire, je dirais que tout le Mali l'espère. Mais bien évidemment, c'est difficile de se tourner très rapidement dans ce genre de situation pour trouver les solutions idoines
pour juguler les conséquences d'un embargo. Bien évidemment, ça peut permettre de soulager la population un petit peu, parce qu'il y a quand même les limites des capacités de ces différents ports, et aussi le fait que ces pays aussi ont besoin de ces ports pour importer les denrées comme les exporter. Bien évidemment, on peut compter sur l'alternance, par exemple lorsqu'il s'agit de l'utilisation du port, mais il reste que ces ports représentent une bonne occasion pour le Mali, mais il y a certaines limites qu'il ne faut pas négliger non plus. C'est ça, et sur le fond d'ailleurs, justement, les pouvoirs maliens et sa réaction par rapport à la situation, donc on a vu qu'effectivement le pouvoir malien trouve ces sanctions illégales et injustifiées, et ils ont prévu donc de porter plainte contre ces instances de la CEDEAO et de l'Union monétaire donc ouest-africaine qu'ils assimilent à être manipulés par une puissance externe. Donc est-ce que vous pensez que cette démarche de systématiquement voir derrière un acteur différent peut t'aider sur le long terme? Ouais, sur le long terme, c'est sûr qu'il faut s'asseoir et vraiment analyser la situation pour voir qui est exactement auteur de quoi. Mais dans ce type de situation, je pense que l'important, ce n'est pas vraiment qui est en train de faire quoi. Le Mali fait face à une situation d'embargo et ça a des répercussions économiques et sociales, comme nous l'avons souligné. Et l'important est de trouver les voies et moyens pour juguler les conséquences de cet embargo. Donc, certainement, comme ça a déjà été initié par le gouvernement malien, s'asseoir avec les partenaires internationaux pour trouver les meilleurs avenir possibles. Et je rappelle d'ailleurs à ce propos que donc Mahamat Moussa Faki était passé à Bamako, avait été reçu par les autorités, c'est donc le secrétaire général de l'Union africaine, et il y a des propositions de sortie de crise, peut-être d'ouverture, parce que ce qui achoppe, c'est toujours le délai de la transition, et entre-temps aussi le pouvoir il y a eu un décret pour prolonger, en fait, parce qu'on était quand même dans un risque de vide juridique, donc pour prolonger les organes de la transition. Est-ce que tu penses que ces arrangements peuvent suffire, sachant que l'opposition dernièrement avait donné le ton en disant qu'ils ne reconnaîtront pas les autorités après le 25 mars, qui était censé être le délai de du deuxième tour des élections? Oui, c'est sûr qu'il y a une divergence de point de vue, mais au point où nous en sommes, je pense que les autorités maliennes, comme l'opposition, n'ont le choix que de se mettre au-dessus de la mêlée et de trouver des solutions pour d'abord ne pas créer une autre crise à l'interne. Parce que présentement, nous avons de la difficulté avec nos partenaires internationaux. Alors, s'il faut augmenter la pression à l'interne avec des autorités de la transition qui ont quand même beaucoup de dossiers sur le feu, alors ça va être beaucoup plus difficile. Et comme on dit souvent, c'est le moment de s'unir autour de ce qui nous unit. Sursaut national. Voilà. Et donc, justement, on est dans cette posture-là. Donc, le Mali est aujourd'hui regardé énormément par les sociétés civiles, ouest-africaines et même au-delà, par rapport à cette esquisse de nouveaux modèles. Donc là, aujourd'hui, donc le président français Emmanuel Macron vient de signaler, ou en tout cas d'informer l'opinion qu'ils vont retirer leurs troupes, Barkhane et Takuba, dans le nord du Mali, la Task Force Takuba, qui est quand même de 800 hommes, et les forces françaises, c'est à peu près 2500 hommes. Donc ils vont se retirer du Mali, mais par contre, ils resteront sur le Niger et la Mauritanie. Qu'est-ce que tu penses de ce déploiement? Un peu curieux, même si on se retire, mais on reste dans les marges, on reste toujours dans le Sahel. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ouais, a priori, ce que ça voudrait dire, c'est que la France continue son combat contre le terrorisme, comme elle l'a toujours soutenu. Mais ça, c'est aussi une décision souveraine qui fait qu'aujourd'hui, que la France a prise aujourd'hui et que nous ne pouvons pas nécessairement contester.
Mais il reste que, bon, c'était un retrait qui était devenu nécessaire, au fait, vu l'évolution des relations entre les autorités de la transition à Bamako et les autorités françaises. C'est sûr qu'il y a eu, donc, je rappelle simplement pour nos auditeurs, effectivement, il y a eu donc l'expulsion de l'ambassadeur de France à Bamako. Il y a eu donc les déclarations pas compris justement du ministre français des Affaires étrangères qui avait qualifié la junte malienne d'illégale, illégitime, ce qui avait provoqué donc le courroux des autorités de Bamako. Il y a eu cette interview du ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Diop, qui a clairement émis l'idée donc de renégocier les accords signés justement par le régime précédent donc de Ibeka. Et tout ça donc faisait qu'effectivement il y avait un malaise persistant dans les relations entre la France et le Mali. Donc cette décision justement de retirer ses troupes se fait aussi sur fond de cette accusation ou guéguerre Wagner ou pas Wagner. Qu'est-ce que tu penses de tout ça sur l'arrivée des troupes russes? L'arrivée des troupes russes, on ne peut pas dire qu'on en a vu jusqu'à présent, même s'il y a certaines affirmations qui ont été réfutées par les autorités de la transition du Mali depuis quelques temps déjà. Mais je dirais qu'au point où le Mali est rendu aussi en tant que pays, il est nécessaire de se prendre en main et voir simplement qu'il y a des pas qui sont faits vers cette autonomie de la République du Mali vis-à-vis de certaines relations qui ont pris des tendances discutables au fil du temps. Mais il reste que c'est la manière dont les choses se passent qui fait qu'aujourd'hui le monde est choqué et que les discussions semblent être rompues. Cependant, je pense que c'est quand même une bonne chose pour le Mali comme pour la France de pouvoir profiter de ce moment pour établir des bases pour une relation beaucoup plus saine et mieux comprise entre les deux pays. Surtout que le pouvoir malien a toujours dit qu'ils n'ont aucun problème contre le peuple français ni aucun autre pays et que la décision c'est vraiment par rapport aux autorités françaises et le désir du Mali de se prendre en main et de régler sa question principale qui est une question d'ordre sécuritaire. Donc c'est sûr qu'on est en tout cas... On va voir comment les choses vont pouvoir se présenter. Est-ce que ce pouvoir va réussir donc justement à rester sur cette lancée du patriotisme et sur ce discours négatif envers justement Paris, sachant que la France est quand même présente dans le Sahel à travers les voisins. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là de revivre ce que Modibo avait eu comme difficulté dans les années 60 où le socialisme malien avait été étouffé de Dakar et Abidjan par un système français qui... Donc est-ce qu'il n'y a pas un remake de l'histoire qui est en train de se passer? Non. Mais aujourd'hui, il y a un sursaut national, même si on peut questionner le support que la population a démontré vis-à-vis ou contre les sanctions de la CEDEAO. On peut se demander si c'était un soutien aux autorités de la transition ou non. Il reste qu'il y a un sursaut national et aujourd'hui le peuple malien voit en ses leaders des signaux très forts. Voilà, des signaux très forts qui feraient en sorte que le Mali prenne un virage qui va changer radicalement la position du pays sur l'échiquier international. Dernière question, on a souvent eu dans nos discussions sur le rôle de la diaspora. On sait que le Mali est un grand pays, justement, qui a une forte diaspora à l'étranger, que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis et dans les pays voisins. Est-ce que vous pensez que cette diaspora a un rôle majeur à jouer dans ce qui va se passer? Est-ce que le pouvoir malien va s'appuyer sur cette diaspora pour apporter peut-être des ressources supplémentaires dans ce pays et l'arrimer toujours dans cette volonté d'émancipation?
En tout cas, nous l'entendons beaucoup dans les discours qui sont tenus par les autorités de la transition et aussi la manne qui représente, que ce soit économique, financière ou simplement intellectuelle, que constitue la diaspora malienne. Je crois que les autorités de la transition gagneraient beaucoup à s'appuyer sur cette diaspora pour relever les défis auxquels font face le pays actuellement. Et par rapport à la France, je profite d'ailleurs pour dire justement, entre la France et le Mali, les relations sont quand même beaucoup plus imbriquées que ça par rapport justement à ce rôle de la diaspora malienne en France. C'est quand même la deuxième du continent après les Sénégalais. Donc cette diaspora peut aussi être une espèce de tampon pour rapprocher les points de vue plus tard quand les choses vont se calmer. Ce que nous souhaitons vivement. Donc troisième et dernier sujet, on va revenir toujours dans cette sous-région. Donc il y a eu un sommet très important aujourd'hui et qui va se poursuivre demain. Donc c'est le sommet Union africaine-Union européenne. Donc ça nous permettra de prendre un tout petit peu de hauteur par rapport au contentieux franco-malien, même si le fond reste là. Donc il y a des grandes déclarations qui ont été faites. On parle donc de déblocage de sommes importantes, 150 milliards d'euros promis par l'Union européenne pour aider le continent africain dans ses problématiques de financement. Est-ce que vous croyez encore à ces grandes promesses? On a souvent chaque fois dit, oui, on va débloquer ça, et alors que dans la réalité, on est toujours dans cette espèce de peu d'intérêt pour un continent, pourtant que tout le monde dit que c'est un continent majeur avec lequel il va falloir compter. Oui, c'est sûr qu'on voit encore dans ces annonces la reproduction des schémas que nous avons connus dans le temps. Alors, bien évidemment, même si le rôle joué par l'Afrique dans l'économie mondiale peut paraître minime, il reste que c'est un continent très très riche. Alors, des annonces de millions d'euros pour aider un continent qui est tellement riche que on peut dire qu'il y a un pan énorme de l'économie mondiale qui repose dessus avec les minerais qui sont nécessaires aujourd'hui. Voilà. Donc, et on reste toujours dans ce schéma où l'Europe vient encore en aide à l'Afrique. Et il aurait été mieux peut-être aujourd'hui que nous sortions de ce carcan et que l'Europe voit l'Afrique comme un continent partenaire avec ses défis bien évidemment, mais qui peut contribuer grandement à l'économie mondiale. Parce que c'est ça, ce fameux plan justement qu'on appelle Global Gateway, c'est un programme mondial donc, de financement des économies africaines, donc de 150 millions de dollars qui sont annoncés. Alors, est-ce que ça peut changer la donne? C'est sûr que quand on voit les besoins, on a l'impression toujours qu'on n'écoute pas les besoins réels du continent. Le continent a besoin plutôt d'infrastructures, donc de routes, de ponts, et surtout aussi de formation de sa jeunesse. C'est quand même un continent très jeune, 1,2 milliard bientôt d'habitants. Et donc on a l'impression qu'il y a eu toujours cette espèce de difficulté quand on voit sur la politique migratoire de l'Union européenne, avec ces jeunes Africains qui viennent souvent mourir dans la Méditerranée. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont ces sujets d'abord importants qu'il va falloir traiter plutôt que de s'attarder sur des grosses sommes annoncées et quelquefois sans effet? Bien évidemment, ça a toujours été ça un petit peu la problématique dans les relations Europe-Afrique, parce que on vient avec les solutions qui ont été pensées ailleurs pour les implanter en Afrique, sans nécessairement écouter les Africains eux-mêmes. J'étais content aujourd'hui d'entendre dans certaines annonces que la méthode européenne allait changer vis-à-vis de l'Afrique. Alors, par la même occasion, je lance un appel aux Africains aussi pour que la méthode africaine change vis-à-vis de l'Europe et aussi des autres continents qui peuplent le monde.
Parce que le président sénégalais, Macky Sall, qui préside en ce moment donc l'Union africaine, avait estimé les besoins du continent à 221 milliards d'euros. Et c'est sûr que donc 150 milliards, c'est déjà énorme. Mais moi, je pense effectivement que les besoins, plus on va les définir d'abord par rapport à nous-mêmes, mieux ça sera. Et ensuite, est-ce que dans cette guerre aussi, il n'y a pas plutôt cet arrière-fond de lutte géopolitique avec la Chine, qui est quand même le premier partenaire commercial du continent africain, et que les Européens se sentent de plus en plus distancés, même si c'est quand même l'Europe reste encore le premier investisseur. Oui, tout à fait, mais premier investisseur, d'accord, mais de moins en moins l'interlocuteur privilégié des Africains. Donc ça, c'est une donnée qui a lieu d'ajouter maintenant pour pouvoir mieux réguler les relations entre l'Europe et l'Afrique. Et de plus en plus, comme on a parlé de la Chine, bien évidemment, la Russie aussi qui se positionne de plus en plus. Oui. Dans tout cela, il ne faut pas oublier que le besoin, a priori, doit être évalué par les Africains pour que les demandes émanent des Africains et qu'on laisse la latitude aux Africains aussi de se prendre en main et de voir à l'exécution de tous les mandats qui vont permettre au continent de mieux s'organiser et mieux participer à l'économie mondiale. Exactement. Et sur le sujet principal quand même qui concerne le continent, le sujet brûlant aujourd'hui, c'est toujours la sécurité. Et sur ce plan-là, on voit quand même qu'il y a eu un échec un peu de la communauté internationale, que ce soit au Mali ou dans d'autres pays où on a vu l'implantation de bases militaires étrangères sans que les populations, les gens puissent avoir une sécurité minimum. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que le continent n'a pas plutôt besoin de forces armées intégrées capables de justement faire face aux menaces actuelles? Bien évidemment, on est mieux servi que par soi-même, ça on le conçoit, mais il y a certaines limites dans les capacités, par exemple, des forces armées nationales aujourd'hui qui doivent être palliées par la présence de certains partenaires. Mais quand même, il ne faut pas oublier que pour assurer la sécurité de l'Afrique, ça prend les Africains d'abord, et les solutions adoptées doivent être adaptées à la réalité de l'Afrique. C'est pour ça que nous voyons souvent des divergences de vues quant à la problématique à traiter, comme pendant longtemps la France qui était au Mali pour combattre le terrorisme, sauf que les terroristes que la France voit des fois, c'est pas nécessairement les mêmes terroristes que le Mali voit, et c'est pas nécessairement le premier problème auquel le Mali voudrait s'attaquer. Et cela est valable pour plusieurs autres pays en Afrique. Oui, on revient d'ailleurs justement sur ces enjeux sécuritaires au Mali. C'est sûr que quand on fait le bilan de cette opération Serval, ensuite Barkhane, ça fait donc 9 ans de présence militaire au Mali, il y a eu quand même des moments d'euphorie avec justement cette opération Serval. On a vu progressivement les choses tourner. Je me rappelle qu'il y a des enfants qui sont nés dans les années 2013, on portait même le nom de Hollande. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer pour que, justement, cette espèce de sympathie se transforme à ce point pour donner ce qui s'est passé? Ça montre bien que la France ne comprend toujours pas un peu l'évolution et les mentalités sur le continent. Un continent, justement, qui est jeune, on l'a dit, et un continent qui veut avoir d'autres types de relations. Et aussi un continent qui évolue. Alors, c'est sûr que, comme on l'a dit, il y a eu beaucoup de succès à l'arrivée de l'armée française en sol malien. Mais il y a eu plusieurs erreurs aussi qui ont été commises dans la gestion même de cette présence militaire en territoire malien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le niveau d'incompréhension de la population malienne vis-à-vis de tout ce qui se passe et aussi vis-à-vis des résultats qui ont été obtenus, même si on ne peut pas nécessairement qualifier cela d'échec patent, il reste que il y avait matière à amélioration et ça devrait se faire avec l'accord des autorités maliennes. Malheureusement, les politiques adoptées par le gouvernement
de Feu IBK, paix à son âme, et de la transition qui est majoritairement composée de jeunes, ont été différentes et il y a lieu de s'adapter à cette nouvelle dynamique et repartir sur de nouvelles bases. Oui, surtout qu'on voit quand même la montée en puissance de l'armée malienne donc qui reprend du terrain, qui va maintenant à la confrontation avec les groupes terroristes, qui commence réellement à battre retraite. Donc est-ce qu'il n'y a pas vraiment un modèle peut-être qui est en train de s'esquisser, de reprise du territoire et surtout d'une volonté de diriger en s'inspirant réellement des attentes de la population plutôt que de satisfaire à des pouvoirs internationaux? Est-ce que c'est peut-être pas là que va se faire la clé peut-être du développement du continent? La montée en puissance de l'armée malienne aujourd'hui est salutaire. Et c'est sûr que la dynamique qui est en train de s'instaurer au Mali aujourd'hui va avoir des répercussions. Je crois que les relations entre l'Afrique et le monde ne seront plus jamais pareilles après cela, car il y a la découverte de cette capacité de se prendre en main à travers tout ce qui se passe au Mali et dans les pays voisins. Donc c'est certain que maintenant il y a une nouvelle façon de faire qu'il faudrait apprivoiser et changer un petit peu les perspectives quant à l'évolution du continent africain. Surtout que donc on a d'ailleurs, je profite pour dans nos brèves actualités, on a eu donc récemment donc l'investiture du président du Burkina Faso, donc qui est le lieutenant-colonel Damiba, qui vient d'être intronisé président du Burkina Faso, qui est donc issu aussi d'un coup d'État. Donc on a cette ceinture maintenant de coup d'État, donc la Guinée, Mali et puis Burkina. Est-ce que ces pouvoirs-là vont continuer à tenir si on ne répond pas aux demandes du peuple? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays qui vont s'écrouler? On parle du Niger, peut-être Oui, certainement. Nous espérons que s'il y a alternance dans ces différents pays, que ça se fasse autrement que par des coups d'État. Bien évidemment, tout le monde les condamne. Certainement, aujourd'hui, on est arrivé à un tel point que la population soutient ces pouvoirs de transition qui sont en train d'imposer un certain rythme à l'évolution de l'état de bien-être de cette même population. Mais on voit aussi par la même occasion que la population ne donne pas carte blanche à ces pouvoirs. Voilà, donc après, on va voir survoler un peu l'actualité de la sous-région et donc des enjeux maliens et ouest-africains. Est-ce que vous avez un mot de fin par rapport à tout ce que nous avons abordé? Comme mot de la fin, je dirais espoir. L'espoir est permis aujourd'hui avec cette nouvelle dynamique qui se présente aux Africains. Malgré les défis qui aussi se présentent aux Africains, je crois profondément à la capacité de l'Afrique à se relever de tout cela. Nous en avons connu beaucoup d'autres et ça c'est un défi de plus que sans doute les Africains vont pouvoir relever, surtout avec une jeunesse qui veut de plus en plus voir une amélioration dans son niveau de vie. Merci M. Sissoko pour cette belle conclusion remplie d'optimisme donc, qui nous ramène justement à la fin de cette édition de Flash Info consacrée justement à la situation au Mali et en Afrique de l'Ouest. Vous pouvez nous suivre toujours sur nos chaînes, diasporainteraction.com, YouTube, Facebook et toutes les chaînes donc, du net. Je vous remercie. Bonne soirée.